Puis après, on a notre vécu au niveau du bloc opératoire. Donc, on a effectué, je tenais à effectuer une étude avec notre équipe pour voir que réellement, en pratique, c'est quelque chose qui est très utile. Ça, c'est pas la première, c'est la deuxième partie. C'est la pratique, voilà. Donc, des parties 2. Donc voilà, on commence la première. Madame Anna Simaoufik. Ah, Madame Gougen, bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, docteur. من الصباح وانا نعيط. قولي لي j'arrive pas. Oui, madame, elle est fine. DNP Elle est partie. وراه DNP هنايا. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une petite introduction, Razali? Justement, j'étais en train de la faire. Et si vous voulez que je donne encore le... On te fait honneur devant les participants, quand même. Merci beaucoup. Merci. On doit te présenter, on doit te faire honneur. Premièrement, je tiens à vous... D'accord, allez-y, madame. Je vais prendre la parole, ensuite tu prends la parole et je te laisse continuer. Merci beaucoup. Monsieur Pigala, pour vous voir aussi, tout à l'heure. C'est notre sous-directeur. Alors, bonjour à tous. Au nom de la direction de la formation, nous allons, et avec l'équipe du CPMC, nous allons entamer une série de formations sur les formations sur les checklists médicales. Et nous aurons le plaisir d'avoir avec nous, et la réflexion qu'avait faite le professeur El-Razali, exerçant au niveau du CPMC. Le professeur El-Razali avait souhaité avec nous de diffuser l'information sur la normalisation d'une feuille de route adaptée à la checklist. Nous avons plusieurs formations, plusieurs sessions de formation. Nous aurons le bloc opératoire. Nous aurons aussi le cathétérisme cardiaque. Nous entamerons par la suite ce qui concerne la chimiothérapie. Après, on verra par la suite. Dans ce cycle et durant ce cycle, plusieurs populations cibles seront citées, en particulier, en plus de l'anesthésie-réanimation qui reste un élément constant, nous aurons le cardiologue, le chirurgien. Pour cette partie d'aujourd'hui, pour ne pas aller plus loin, pour la partie d'aujourd'hui, nous avons les médecins réanimateurs ainsi que les chirurgiens. Pour cette partie. Alors, professeur, sans trop tarder, comme ça on pourra citer des spécialistes. Normalement, c'est destiné à vous. Et essayez de mentionner sur le Zoom, sur le séance, de reprendre la main. Et vous, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Gougen. Je vous remercie pour votre collaboration. Je vous remercie pour l'ouverture de votre esprit et surtout d'avoir été mon soutien, premier soutien pour justement cette série de formations qui nous tient à cœur pour optimiser justement l'organisationnel de notre pratique médicale, sachant que tout le monde c'est que maintenant c'est la médecine de précision. Donc, en parallèle avec la médecine de précision, on a besoin quand même de se réorganiser. Donc, checklist au bloc opératoire, donc c'est la première partie, donc on va parler un peu. Justement, on reprend les choses. Cette checklist, donc l'Organisation mondiale de la santé,
elle nous dit que plus de 230 millions d'interventions majeures sont réalisées chaque année à travers le monde. Et d'après les données disponibles, justement, 0,4 à 0,8% des actes chirurgicaux. Quand on dit ici chirurgicaux, on fait honneur aux chirurgiens, mais chaque acte chirurgical, vous savez qu'il y a l'intervention chirurgicale et l'intervention anesthésique, bien sûr, donc ont pour conséquence directe le décès du patient. Et 3 à 16% de ces interventions chirurgicales sous anesthésie sont associées à des complications, ce qui présente quand même 1 million de décès et 6 millions d'incapacités chaque année dans le monde, sachant justement que ces décès-là, la majorité sont évitables. D'où on va faire un peu d'historique, on va baigner dans les différentes checklists et les différentes étapes. Donc, depuis 2010, c'était une problématique mondiale. Et en 2010, on a dit on doit réaliser la procédure de certification des établissements de santé, carrément. Comme on a un aérotique, donc je pense que tout le monde sait que les pilotes d'avion, ça a toujours été utilisé. Et c'est ce qui a permis de diminuer le taux des crashs et maintenant le mode de voyage le plus safe, le plus sécurisé, c'est de prendre justement l'avion. Dans le même sens, grâce aux différentes étapes de la checklist, et là on voit que depuis 2010 jusqu'à 2023, on va voir qu'on est passé par plusieurs étapes. Donc, face à ce constat, dès déjà 2008, c'est-à-dire 2 ans avant d'accoucher la première checklist, l'Organisation mondiale de la santé a initié un programme qui est intitulé « Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies » dans le but de promouvoir la sécurité chirurgicale. 10 objectifs essentiels donc, ont été établis et sous contrôle de checklist. En Europe, et bon, nous, on avait pris en considération la Haute Autorité de la Santé, on a 6,5% donc d'interventions chirurgicales sont réalisées chaque année. Et là, les premières enquêtes de 2005 jusqu'à 2008 ont montré que 60 000 à 95 événements indésirables graves surviendraient dans cette période périopératoire et dont la moitié sont considérés comme des événements évitables. Comment les éviter? Déjà, en 2010, on a dit, on a accouché la première checklist sécurité du patient Recording in sont un peu progress. démodés. On va rajouter des points de vigilance spécifiques à chaque chirurgie, à savoir chirurgie réalisée selon le terrain, donc version, justement, le même. Donc, en 2018, on a rajouté une case qui s'appelle la décision finale. Et la décision finale, c'est une concertation
Recording in progress. avec une certaine dose. À oublier de spécifier un arrêt c'est arrêté dans le cas où on peut l'arrêter. Dans certains cas, on peut le continuer. La question n'est pas là pour entrer dans les détails, mais c'est juste de dire que 48 heures avant le jour J, même si le programme opératoire il est déjà accouché, on doit, médecin anesthésiste réanimateur, obligatoirement faire ce qu'on appelle la visite de préanesthésie, qui n'a rien à voir avec la consultation de préanesthésie. Parce que la consultation de préanesthésie, elle se fait au minimum dans la semaine. Mais le patient de la donne un exemple, faire que le réanimateur d'abord traiter cette gorge, utiliser un patient 48 heures, voire maximum 24 heures, il est rarement récusable sur table. On va voir pour lors de la survenue ce qu'on appelle no-go au bloc opératoire. No-go au bloc opératoire veut dire on prépare notre patient, mais on ne pas laisser la salle opératoire vide par un autre patient. C'est le cas, par exemple, au centre Pierre-Marie-Curie. Vous savez, si on va décaler une intervention chirurgicale, il y a un autre cancéreux qui attend, ou bien même dans le Bénin, il y a une autre lithiase vésiculaire, par exemple, en viscérale qui attend, ou en orthopédie, ou en neurochirurgie. Voilà la version, on va dire, en anglais de la World, justement, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est toujours sign in. Donc, to be read out loud. Donc, en premier, c'est la première pause avant l'induction et on doit, avant l'induction anesthésique, reprendre à zéro et être procédural et dire à haute voix: aujourd'hui, on confirme bien que dans la salle 1, par exemple, monsieur Intel, madame Intel est ici présent et qu'on va faire à ce patient, c'est une procédure qui paraît parfois pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais pourquoi on se répète? On ne se répète pas. C'est grâce à ce genre, justement, de procédure un peu dans le military attitude, dans une rigueur militaire, où on est sûr de ne pas nous tromper, parce que parfois, il y a plusieurs salles opératoires, on est dans un bloc central, et on peut mettre un patient à la place d'un autre. Et vous imaginez, toute la checklist matérielle, par exemple, d'une salle de célochirurgie, n'est pas comme celle d'une salle de laparotomie ouverte. Donc, le site opératoire, est-il préparé ou pas? On doit checker en dernière minute, parce que parfois les patients nous cachent des choses par peur. Est-ce qu'il y a de l'allergie ou pas? Et est-ce qu'il y aura des difficultés particulières? Et on discute avec le chirurgien. Y a-t-il un risque justement de saignement ou pas? Deuxième temps, c'est le time out. C'est avant l'incision. Et c'est pour cela que tout à l'heure, on a vu plusieurs versions. Dans la version, c'était que en 2000, comme on l'avait vu, que en 2016, on a commencé à mettre la décision finale. Est-ce que, je vous donne un exemple simple, on fait une induction anesthésique et malheureusement, par faute de personne, le patient présente un choc anaphylactique et on le met sous adresse. On doit se concerter entre nous. Est-ce que c'est plus sage de reporter, de réveiller le malade? C'est ce qu'on fait généralement. On descend le malade en réanimation et là, le report, il est après l'induction anesthésique et en décision finale. Entre chirurgien et médecin réanimateur, no-go vers incision. No-go vers incision, donc, est une possibilité réelle. Elle est exceptionnelle, mais grâce à la checklist, on arrive à avoir une traçabilité. Pourquoi ce malade, on l'a réveillé? Outre le sign out, c'est-à-dire après, bon, on incise. Quand on est avant d'inciser,
on répète encore l'unification justement du patient. On est bien aujourd'hui le 6 octobre 2025 dans la salle 2. Le patient s'appelle Monsieur Mohamed Islam. Je donne un simple exemple. Le chirurgien, c'est Monsieur Intel. Vous confirmez bien que le site opératoire, si on était en orthopédie, c'est bien le membre gauche et non le membre droit. Imaginez que c'est une amputation qu'on va faire. Ou bien, confirmez-vous qu'on va enlever le rein droit ou le rein gauche. Et pour l'anecdote, je pense que tout le monde, si vous suivez un peu les news, on s'est trompé de prélèvement de rein dans un pays européen que je ne citerai pas parce que ce jour-là, et pourtant ils travaillent avec la checklist, ils n'ont pas checklisté en pensant que c'est une procédure qui n'avait pas justement de place dans leur journée tellement ils étaient sur d'eux. On doit verbaliser aussi le risque anesthésique. On doit parler avec nos amis paramédicaux, que ce soit du côté anesthésie-réanimation, du côté instrumentation, pour être sûr qu'on est prêt. Et à la fin, on valide ou pas l'incision. Pour le sign-out, le troisième temps, qu'on va revoir d'ailleurs, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Si oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé? Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est, par exemple, un simple exemple, le compte décompresse. Là, oh, dommage, c'est un peu flou. Heureusement qu'il y avait la version. Je voulais vous montrer, voilà, ici par exemple, là où c'était flou, en fait, c'est la checklist qu'on utilise, nous, au niveau de notre bloc opératoire, elle est en version française. Et j'ai un peu highlighté pour vous montrer que derrière, on doit toujours avoir l'explication dans le détail. Alors ici, c'est là où on coche. Et si on a quelqu'un qui est nouveau au niveau de l'équipe, il n'a qu'à lire derrière pour voir qu'avant induction anesthésique, c'est le temps de pause avant une anesthésie. Avant l'intervention chirurgicale, c'est un temps de pause avant l'incision, c'est le time out. Après l'intervention chirurgicale, c'est la pause avant la fermeture et la sortie de la salle opératoire. Et c'est grâce à ce checklisting obligatoire où on doit communiquer entre nous, on doit verbaliser. Donc, on va dire, c'est la version 2018. Dans la version 2023, vous pouvez rajouter et personnaliser vos checklists. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les checklists ni de l'Organisation mondiale, ni de la haute autorité. Vous allez mettre des checklists en respectant qu'il y a 3 temps avant induction anesthésique, avant intervention chirurgicale et après intervention chirurgicale avec quelques spécificités de votre terrain. Quand on parle de temps de pause, en fait, le temps de pause, vous avez l'habitude de le faire, sauf que là, il est codifié. Voilà, j'ai repris, heureusement, parce que ici, regardez bien, on va reprendre à zéro ce qui se passe parce qu'on avait, ça c'était une étude qui a été faite sur la checklist et ils ont mis donc des pourcentages pour dire qu'est-ce qu'on a l'habitude de respecter, qu'est-ce qu'on a l'habitude de ne pas respecter, même quand on transcrit ce qui se passe. Avant induction anesthésique, le temps de pause avant anesthésie. Identification du patient, elle est correcte. Tout le monde me dira, oui, je connais mon malade, mais parfois, il nous arrive d'écrire les noms et les prénoms. Faux. C'est la dernière et ultime vérification pour que, entre le billet de salle, la carte de groupage et le dossier que ça soit de la réanimation ou le dossier d'anesthésie, pardon, qui est en général, c'est la fiche d'anesthésie, ou le dossier de la chirurgie, alors on voit bien l'identification du patient, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'il y a autorisation d'opérer? Elle est signée par les parents quand c'est, par exemple, quand c'est l'enfant, ou un représentant légal quand c'est un mineur. Donc ça, c'est par rapport, par exemple, en CCI, c'est très intéressant d'avoir l'autorisation. L'intervention, si la salle opératoire est confirmée, donc idéalement, on doit tous dire que voilà, aujourd'hui, on a toute la documentation
qui de nous n'a pas trouvé dans un dossier le scanner d'un autre patient? C'est normalement la vérification ultime où on doit afficher, avant d'induire carrément l'induction anesthésique, on doit afficher sur les négatoscopes le dernier scanner, la radio du thorax, en fait même l'échographie. Le chirurgien et le médecin réanimateur ont cette responsabilité d'avoir la documentation adéquate avec les derniers bilans qui sont présents dans la salle. Le mode d'installation, est-ce qu'il est connu par l'équipe? Oui ou non? Est-ce qu'on va mettre le patient sur le côté droit? Est-ce qu'on va le mettre sur le côté gauche? Est-ce qu'il sera en proclive? Est-ce qu'il sera en train d'Ellenbourg? Tout ça doit être discuté sur place. La préparation cutanée de l'opéré, elle doit être documentée et affichée. Et vous voyez les différents pourcentages. Et pourtant, c'est des gens qui travaillent avec checklist au bloc opératoire. Parfois, c'est 83%. Qui veut dire quoi? Il y a 7% de patients qui n'ont pas eu la préparation cutanée. L'équipement. Alors, l'équipement, généralement, avant d'endormir, imaginons qu'il n'y a pas une salle qui est dédiée, par exemple, à la cellio. Est-ce qu'on a ramené ou pas notre colonne de cellio? Peut-être, on est en orthopédie. Y a-t-il présent ou pas tel ou tel matériel pour la partie chirurgicale, pour la partie anesthésique, avec acte sans prise en charge anesthésique? Très important de dire, est-ce qu'on va faire on va faire une anesthésie pour ce patient, ou bien par exemple, ça sera sous anesthésie locale ou ça sera sous anesthésie loco-régionale. Le patient qui est présent sur place, on doit verbaliser le risque allergique. Est-ce qu'il existe? Le risque d'inhalation? Est-ce qu'il y aura une difficulté pour intuber ou ventiler au masque? L'arrière-pensée, avoir ou pas un matériel en cas d'intubation difficile. Et il n'est pas question d'endormir un malade après de dire « oui, finalement, j'ai besoin d'une bougie de Bousignac, j'ai besoin d'un guide sonde, d'un fibroscope ou bien tout simplement de la grande lame. » Risque de saignement, il est important ou pas, on discute avec le chirurgien. Parfois, nos patients, les manœuvres, autant nos chirurgiens essayent d'être exsangues et de ne pas faire saigner le malade parce qu'actuellement, ils ont un matériel et des bistouris qui sont adéquats par rapport à une vingtaine d'années, mais le risque de saignement, parfois, il ne dépend pas que du bistouri, il dépend d'une anticoagulation, par exemple aspirine qu'on a gardée chez un coronarien. Donc, sans parler, donc après, on a dit oui, sans parler, donc après, on a dit oui, regardez ici, décision finale, je ne sais pas si vous voyez, go pour incision ou no go pour incision, ça c'est après. On a, dans le deuxième temps, donc d'intervention chirurgicale, on a endormi le malade, temps de pause avant l'incision, on fait une vérification encore ultime pour dire c'est bien ce patient-là, c'est bien ce site-là, parce qu'on peut se rattraper si c'est le côté gauche, le membre gauche qu'on doit, par exemple membre inférieur gauche qu'on doit opérer et quelqu'un s'est trompé de côté, c'est le moment ultime de vérifier. L'installation, est-ce qu'elle est bien correcte et est-ce que les documents nécessaires disponibles comme imagerie sont affichés. Partage de l'information doit aussi se faire avec une communication orale. Une communication orale, ça veut dire on doit vraiment verbaliser. Sur le plan chirurgical, on discute avec le chirurgien. Alors, y a-t-il des difficultés particulières? Je prends un exemple simple, un malade qui a déjà été opéré, ce qu'on appelle un rédux, donc le temps d'adhésiolyse sera beaucoup plus important, n'est pas comme un malade qui n'a jamais subi d'intervention chirurgicale où peut-être l'intervention sera plus simple. Sur le plan anesthésique, on verbalise aussi le risque potentiel au terrain. C'est un ASA 1, c'est pas comme un ASA 2, un ASA 3, ce qu'on appelle nous le CAC time où le temps d'intervention anesthésique chirurgicale, par exemple, doit être court pour des raisons de comorbidité. L'antibioprophylaxie, qui est une recommandation, doit toujours être vérifiée et regardée. Même 88% des cas,
seulement l'antibioprophylaxie, malheureusement, est donnée, sachant que quand on l'oublie et on la donne après l'incision, non seulement c'est une faute, mais c'est qu'on augmente le risque de l'infection du site opératoire. Le troisième temps, donc après intervention chirurgicale, on confirme oralement avec toute l'équipe l'intervention. Est-ce que le compte des compresses est fait, les aiguilles, les instruments, l'étiquetage des prélèvements qui est très, très important et les événements indésirables doivent être, est-ce que le patient a présenté un saignement important, on doit déclarer est-ce qu'on a transfusé et avant la sortie du patient, il doit avoir toutes les prescriptions et les fiches de surveillance post-opératoire avant d'aller en salle de soins post-interventionnels. Les dossiers, donc, on termine notre checklist en mettant justement notre fiche checklist. Malheureusement, elle est floue, mais c'est cette checklist-là qu'on utilise. Donc, je voulais vous dire que tous les articles en force et en sécurité, un des derniers articles qui parle de Healthcare Professional Perception of the World Health Organization Surgical Safety Checklist and Psychological Safe Cross-Section Survey. Ça, c'est le dernier article qui est sorti en 2024 qui parle de la sécurité du patient dépend de l'organisation et de la checklist qui, elle, nous permet de dépasser la fatigue ou le côté psychologique parfois, justement, ça nous permet, si on est fatigué, si ce jour-là peut-être on peut être déprimé, notre travail n'est pas facile, si quelqu'un il est dans une période de stress, peut-être familial ou même professionnel, la checklist c'est son meilleur allié, le meilleur professionnel qui va l'aider. Donc, la sécurité représente un enjeu majeur au sein des blocs opératoires et justement pour la garantir, la discipline anesthésique et chirurgicale obéissent à des règles de coordination formelles. Donc, on doit accorder nos violents et qui reposent sur des modalités de communication renforcées obligatoires depuis 2010. La checklist donc constitue un outil de haute fiabilité au bloc opératoire qui, au-delà de la traçabilité qu'on va avoir, participe à une prise de décision partagée. Maintenant, ça, c'était juste démystifier, parler de justement la checklist. Mais là, on va voir, c'est toujours beau quand c'est on a survolé la théorie. Mais en pratique, comment ça se passe? Eh bien, on a, première partie, on avait effectué, pour m'aider pour la suite, donc on a effectué, Madame Boughem, si vous pouvez on a fait la deuxième partie, on a effectué justement une démystification de ce qu'est la checklist au bloc opératoire et je voulais partager avec vous en deuxième partie l'intérêt de la checklist au bloc opératoire partie pratique parce qu'on a effectué un travail au niveau du Centre Pierre-Marie Curie, salle opératoire avec checklist, salle opératoire sans checklist, et vous allez voir que ce qu'on appelle une auto-évaluation. J'invite tous ceux qui nous écoutent justement à effectuer un travail. Il n'y a pas mieux que l'auto-évaluation et vous allez voir qu'on a eu des surprises. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que parmi les règles simples qui peuvent améliorer le résultat des soins de façon importante, la checklist opératoire, justement, c'est notre exemple typique. Et l'utilisation de la checklist n'est pas nouvelle, c'est ce qu'on a dit, c'est un outil quotidien, aussi bien du pilote d'avion que anesthésiste réanimateur et chirurgien, maintenant quand même depuis des décennies. Dans cette checklist opératoire a été mise en œuvre par un groupe de travail de l'OMS
et elle est devenue obligatoire. Donc, notre travail était une étude prospective, comparative double aveugle. Les deux équipes de la chirurgie et de l'anesthésie ignoraient la pratique d'une étude avec une évaluation de leur pratique durant la période de sa réalisation. Donc, c'était dans la confidence la confidence entre professionnels. Personnellement, j'ai fait une thèse qui s'intéresse à la stabilité et l'hémodynamique cardiaque dans la chirurgie carcinologique majeure. Mais avant de faire un travail de thèse, et ça peut-être les gens vont profiter de l'expérience, il fallait tout protocoliser. J'avais proposé de travailler avec la checklist parce que non seulement c'est un outil qui optimisera le comportement des uns et des autres au niveau de la salle opératoire, mais en plus qui sera dans la sécurité. Donc, à cette occasion, c'était qu'on avait effectué ce travail. Donc, les gens, comme on ne travaillait pas à l'époque avec la checklist, ni le côté anesthésie, les collègues ne savaient pas qu'on était en train de checker ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ni le côté chirurgie. Ils ont vu que dans certaines salles, il y avait cette feuille qu'on appelle la checklist et qu'il y avait le matériel checklist qui se faisait 48 heures avant, qu'il y avait de la concertation habituelle, mais ils avaient pensé que c'était peut-être juste une étude que nos infirmiers de bloc effectuaient. Je reviens sur quelque chose qui est important. Dans les autres pays qui travaillent obligatoirement avec la checklist au bloc opératoire, c'est l'infirmier du bloc. Il y a toujours une seule personne et c'est généralement l'infirmier qui ouvre la salle opératoire. Il faut confier la checklist, d'ailleurs je les appelle les checklisters. Vous pouvez, vous aussi, au début, si vous voulez instaurer la pratique, ne pas donner la responsabilité à une seule personne, préférence une seule personne, mais de faire, une rotation. Chaque fois que quelqu'un ouvre la salle, c'est lui le checklister de cette journée. Quand on dit c'est la personne qui fait la checklist, c'est vraiment la personne qui nous évalue dans le bon sens. C'est notre chef d'orchestre pour accorder nos violons, pour avoir une belle musique, mais je dirais, bon, la belle musique, c'est safety and security of patient. Donc, les deux équipes, effectivement, de la chirurgie et de l'anesthésie, ignoraient la pratique. Il n'y avait que moi et à l'époque, le professeur Guérienne et Madame Moussa qui étaient au courant, et même les chirurgiens doutaient qu'il y avait un travail qui se faisait, mais ils ne pouvaient pas savoir qu'est-ce qu'on était en train de faire. Et d'ailleurs, ce travail a été présenté au cours du congrès de chirurgie, et ils étaient très heureux de voir les résultats. Donc, je reviens sur l'étude prospective, comparative, double aveugle, incluant 180 interventions chirurgicales digestives sur une durée d'1 année au service de chirurgie et d'anesthésie du Centre Pierre-Marie Curie. Les critères de notre inclusion, c'était les patients opérés pour une pathologie digestive carcinologique par voie laparotomique et surtout âgés de plus de 18 ans, donc on n'a pas inclus l'enfant. Et les critères d'exclusion, toute intervention où le manque de matériel est causé par une rupture, par exemple une pénurie ou une indisponibilité en pharmacie. On ne pouvait pas prendre ce critère, c'était exclu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un oubli. Et on n'oublie pas notre but principal qui est checklist au bloc, veut dire diminuer l'erreur évitable, l'erreur qui peut être humaine. L'objectif principal, donc la sensibilisation avant et pendant chaque acte opératoire des intervenants à des actions simples, en verbalisant leur réalisation au sein de l'équipe opératoire, en incluant chirurgiens, penseuses, instrumentistes, techniciens anesthésistes, réanimateurs. Donc, dans certaines salles, c'était avec la checklist, qui est traçabilité. Dans les autres salles, on travaillait comme, on va dire, habituellement, quoique nos habitudes ont changé, puisque je vous parle avec un recul quand même de presque
9 ans au niveau du centre Pierre-Marie Curie. Les objectifs secondaires étaient de comparer la durée des différents temps opératoires entre le groupe checklist et celui de nos checklists. On a évalué le score, le CNLIS, comme vous le savez, pour ceux qui travaillent au bloc opératoire. Donc, c'est la surveillance de l'infection nosocomiale et surtout du site opératoire. Et de là, ce score, il est très intéressant parce que il y a l'ASA, il y a la classification Altemeyer et la durée de la chirurgie. Donc, ce que moi, j'appelle le cap time. Dans les deux séries, checklist, non checklist. Troisièmement, l'objectif secondaire, amélioration des conditions de la communication entre les différents intervenants et les conditions d'accueil au bloc, la prémédication non pharmacologique, ce qu'on a appelé ça comme ça, des patients avant l'induction. Aussi, avoir une traçabilité, vous allez voir, on a été gourmand pour la traçabilité, ça va intéresser les gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle les ruptures de stock, la gestion des stocks. Donc, ça va aller au-delà du bloc. On va même empiéter un peu sur le côté pharmacie. Et obtention d'une banque de données de la consommation justement des produits pharmaceutiques et du matériel consommable. Groupe checklist au cours de 90 interventions où 3 temps de pause sont appliqués. Première pause, comme on avait vu tout à l'heure, avant induction anesthésique. Deuxième pause, avant incision. Troisième pause, avant la sortie de la salle opératoire. Première pause avant induction anesthésique où on a checklisté les 6 actions. Identification ou l'identité du patient, le type d'intervention et le site, le mode d'installation et la préparation cutanée de l'opéré, l'équipement et le matériel nécessaire pour l'intervention, le risque allergique, inhalation, la difficulté d'intubation, de ventilation au masque et le risque hémorragique. Deuxième pause avant incision où 3 actions simples sont vérifiées. Vérification ultime croisée au sein de l'équipe en présence de réanimateurs, les techniciens anesthésistes et les instrumentistes. Encore une deuxième fois, on voit est-ce que c'est bien monsieur Intel, l'intervention prévue, elle est confirmée, le site opératoire, les différentes positions qu'on aura à effectuer avec notre malade et la disponibilité des documents nécessaires, notamment la fiche de consultation de pré-anesthésie, le dossier de la chirurgie, l'imagerie, le billet de salle et surtout les cartes de groupage. Donc, troisième pause avant la sortie de la salle opératoire, 7 actions ont été vérifiées dans le groupe toujours checklist. 4 actions avant la fermeture chirurgicale, le compte des compresses, des instruments et des aiguilles, le geste chirurgical réalisé avant la durée des différents temps chirurgicaux, le timing de l'analgésie par infiltration, c'est ce qu'on faisait avec l'analgésie en IV et l'étiquetage des pièces opératoires. À l'époque, on faisait les infiltrations, on n'appliquait pas encore, par exemple, transversalis abdominis plain block avec échographie qui est réalisée en mode d'analgésie en préemptive avant l'incision chirurgicale actuellement. Donc, 3 actions avant l'extubation, bilan d'entrée et sortie, utilisation ou pas d'antagonistes décurares et morphiniques et la durée entre la fermeture et l'extubation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un retard ou pas de réveil. L'analyse statistique donc des variables a été saisie par le logiciel R et on a exprimé en moyenne et pourcentage plus ou moins écart type. Là, vous voyez la version 2023, mais on avait allongé notre série de 2017 jusqu'à 2023 et on continue encore ce travail, mais pas avec un bras no checklist, mais avec est-ce que la checklist est appliquée avec rigueur ou pas. Donc, les variables sont exprimées en moyenne et pourcentage, plus ou moins les écarts types, comparés par le test de student et l'écart réduit, et une valeur d'MP inférieure à 0,05 a été prise comme seuil de signification. Paramètres démographiques, les 2 groupes étaient comparables. L'âge moyen de nos patients était 63 ans, que ce soit dans le groupe checklist ou no checklist. Les paramètres démographiques, donc, on avait autant de femmes que d'hommes dans les 2 groupes et
Pour le risque cardiovasculaire, on avait pris en considération l'ASA, American Society of Anesthesiology, le statut ASA, l'ANIRA, le score de Lee et le coronarien et le CIS, le score de l'insuffisance coronaire qu'on avait rajouté parce que c'est exactement la même chose que l'ANIRA, sauf qu'il y a ou pas encore à la place du dyspnée, on parle d'insuffisance coronaire qui est symptomatique ou pas. Donc, les deux groupes étaient comparables par rapport au risque cardiovasculaire. Et voilà, pour vous dire, regardez la grande différence. Et pourtant, nous sommes une équipe qui pensait bien travailler. On a effectué des statistiques sur le côté anesthésie. Personnellement, comme j'étais le leader de ce travail, je ne voulais pas checklister le côté chirurgie parce que c'était double aveugle. Mais quand même, on a pu avoir le cap time et sincèrement, ça nous a réchauffé le cœur de voir que nos chirurgiens avaient cette ouverture d'esprit de vouloir être jugés dans le détail comme c'est le cas maintenant. Pour nous, anesthésistes réanimateurs. Alors, regardez, dans le même bloc opératoire, la comparaison de la disponibilité du matériel avant l'induction, statistiquement, il est significatif pour la grande lame du laryngoscope. Quand on travaille avec la checklist, la grande lame, elle est toujours présente. Et 50% des cas, elle est absente dans la salle quand on a travaillé sans la checklist. Canule de Guedel, quelque chose qui est simple, qui est censé être prêt dans le plateau d'intubation. On s'est rendu compte que notre médecin réanimateur ou notre AMAR doit sortir de la salle pour ramener une canule de Guedel qui est adéquate au patient. Alors que quand on travaille avec la checklist, on a justement plusieurs canules et on a verbalisé, on se rend compte, ah oui, finalement, la seringue pour gonfler le ballonnet, elle a manqué quand même dans 50% des cas dans notre plateau d'intubation. Quelque chose de très simple qui est censé être présent pour une chirurgie digestive et surtout carcinologique majeure, une sonde nasogastrique. Aussi, elle a manqué dans 63% des cas. Elle a toujours été présente quand on a checklisté. Le sévoflurane, qui est le gaz anesthésique, c'est-à-dire qu'on doit remplir toujours notre cuve avant de commencer. Et Dieu sait que malheureusement, dans 70% des cas, la cuve était presque vide. Alors que chaque fois qu'on a utilisé la checklist, on n'avait pas besoin de changer ni la chaussodée, d'accord, ni justement la présence de quantité suffisante de sévoflurane. Et pour notre pratique, le stéthoscope a malheureusement manqué dans 60% des cas. Quand je dis il a manqué, ça veut dire que le médecin réanimateur ou notre AMAR a dû sortir de la salle pour aller le chercher chez quelqu'un d'autre ou le chercher dans l'armoire de l'urgence. Mais il n'était pas présent sur place pour vérifier justement notre intubation. Donc, vous voyez, ce sont des actions très simples de notre quotidien. Quand on les peaufine, quand on passe dans le détail, on s'est rendu compte que finalement, si on pensait bien travailler, pourtant c'est une équipe qui est très soudée. Je salue de cette place l'équipe parce que sincèrement, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais c'est une équipe qui travaille très bien. C'est une équipe qui travaille dans un esprit de famille. Et avec cela, on s'est rendu compte que chaque fois qu'on checklistait pas, eh ben on travaillait, on n'était pas très bien. Pour voir aussi l'impact de l'utilisation de la checklist. Pour la mise en condition, regardez le temps opératoire. Le temps de la mise en condition, excusez-moi. C'est-à-dire, le temps de mise en condition, c'est quoi? C'est depuis que le patient rentre en salle jusqu'au moment où on dit au chirurgien, le patient est à vous. Eh bien, chaque fois qu'on utilise la checklist, il ne dépasse pas 15 minutes. Par contre, on va jusqu'à 30 minutes d'intervention anesthésique
pour donner le patient au chirurgien. Donc, s'il y a des chirurgiens qui m'écoutent ou même des anesthésistes réanimateurs, vous savez que le TOS, le temps d'occupation de la salle, il est très important. Donc, c'est 30 minutes perdues, j'allais dire, aller chercher un stéto, ramener la grande lame, oh, il n'y a pas la canule de Guédel, il n'y a pas la sonde. Et là, je ne parle que du côté anesthésie-réanimation. Je n'oserais pas, autant que médecin anesthésiste réanimateur, de juger un côté de la chirurgie, même si mes amis chirurgiens, eux aussi, ils ont dit qu'ils auraient aimé avoir un détail sur les actions chirurgicales. Donc là, je vous dis, pour la deuxième, troisième position, c'est très important parce qu'on perd un temps précieux et peut-être on sortira plus vite de la salle opératoire et on va gagner du temps pour d'autres occupations. Pour la préoxygénation, parce que parfois, avant de faire une préoxygénation, il y a le masque qui manque. On a vu aussi qu'on était beaucoup plus pourtant, la préoxygénation, elle est obligatoire dans un temps bien précis. Mais avant de la démarrer, justement, on perdait du temps parce qu'on n'avait pas le masque adéquat. Entre le temps d'induction et l'intubation, on était choqués de voir qu'on a gagné quand même 5 minutes. Pourquoi? Ça doit être la grande lame. Et vous l'avez compris. L'intervalle entre induction et incision. Et là, c'est nos amis chirurgiens. Eh ben, on a vu après induction, intubation et incision, veut dire il y a le badigeonnage, la mise en place des champs, le bistouri, on le met en marche. Quand on ne checklistait pas, eh ben, on perdait quand même une quinzaine de minutes. L'oubli de 2 actions. Eh oui, malheureusement pour nous, chaque fois qu'il n'y avait pas la checklist, on oubliait l'antibioprophylaxie et on ne la donnait pas à temps. Et on a oublié de donner la prévention des nausées et vomissements post-opératoires qui sont très, très importants, qui peut être dans notre protocole, c'est la dexaméthasone. Vous savez, le patient, là, je salue nos patients. Les patients, nos patients ne connaissent pas vraiment notre métier, mais ils veulent 2 choses en post-opératoire. Ils ne veulent pas vomir, ils ne veulent pas avoir mal. Et pour l'antibioprophylaxie, le danger, c'est quoi? C'est que l'antibioprophylaxie, si elle n'est pas donnée à temps avant l'incision chirurgicale, si on la donne pendant l'incision ou après l'incision, on augmente le risque d'infection du site opératoire. Donc, on devient quand même dangereux pour un patient qui subit une chirurgie. Pour les vomissements aussi, donc on doit donner en prévention. Et en salle post-interventionnelle, ça serait dommage de voir le patient vomir parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié de donner dexaméthasone ou quoi que soit, la drogue que vous utilisez. Vous pouvez aussi utiliser par exemple le Prempéran ou du Zofren. La seule, la seule problématique, c'est que le produit qu'on donne en prévention de nausées et vomissements ne doit pas être le curatif en salle post-interventionnelle, même principe pour l'antibioprophylaxie. Donc, non-respect, justement, même quand on donnait, quand on a peaufiné, on a vu qu'on ne respectait pas le temps entre l'antibioprophylaxie et l'incision. Même quand on donnait l'antibioprophylaxie, elle n'était pas oubliée, on ne la donnait pas au temps idoine. Et ça, voilà, donc, comparaison aussi des différents temps avant l'incision. Comme on avait vu tout à l'heure, l'intervalle entre l'intubation et l'incision, il est double. Mise en condition des patients au total jusqu'à l'incision, il est double. Et le temps d'induction et d'intubation aussi, on passe de 5 minutes à 15. Maintenant, la différence, elle est statistiquement significative pour le temps chirurgical. Et là, c'était la surprise pour nos chirurgiens. La durée quand même de la chirurgie, la durée du geste et la durée de la fermeture étaient meilleures quand il y avait la checklist et non quand il n'y avait pas la checklist, parce qu'on perdait moins de temps. Par contre, la grande surprise, c'était quoi? Tout à l'heure, on avait parlé de la comparaison des scores. Canadian National Nosocomial Infection Scale, où on a 3 items. Le hasard, donc on ne peut pas changer le hasard de notre patient.
Le ASA, les comorbidités, c'est un facteur non modifiable. L'ALT est meilleur, Dieu merci, avec les chirurgiens, on s'entend bien que c'est quand on rentre avec ALT meilleur 1 ou 2, on passe jamais à 3. Faut-il aussi respecter l'antibioprophylaxie qui est indiquée dans l'ALT meilleur 2. Et la durée de la chirurgie, on peut la changer justement. Comment? Ça n'a aucune relation avec la compétence du chirurgien parce que c'est le même chirurgien qui a été jugé avec et sans la checklist. On a vu que nos chirurgiens, par leurs compétences, quand il y avait la checklist, quand ils demandaient un instrument, quand on faisait le compte des compresses à temps, quand il y avait les documents en salle, le même chirurgien avait une durée d'intervention chirurgicale qui était beaucoup plus courte. Et là, on voit que sans la checklist, justement, le score, il est élevé. Ça veut dire que c'est pas le hasard, c'est pas l'ALT meilleur, mais par contre, le temps d'intervention, il est plus lent. Et s'il est plus lent, c'est qu'il y aura un risque d'infection du site opératoire qui sera là en post-op. C'était le cas dans notre série. Là, c'était l'autre surprise pour ceux qui s'intéressent à l'organisationnel. Grâce à la checklist, on sait combien on utilise dans chaque journée opératoire, dans chaque mois, et ça nous permet de regarder toutes les drogues qu'on donne, même les KT, même le consommable. Donc, on a pu faire ressortir pour notre pharmacienne un devis de, par exemple, combien j'ai besoin de ceci et de cela. Je sais que vous le faites tous dans vos blogs, mais c'est très intéressant de l'avoir en statistique. Donc, on sait combien on consomme. On sait est-ce qu'on a bien travaillé ou pas, est-ce qu'il y a du gaspillage ou pas, est-ce qu'il y a un manquement et quand est-ce on pourra ou pas être en manque de KT. On revient à la littérature, donc, on l'a vu en long et en large tout à l'heure, c'est pour dire que la checklist au bloc opératoire, justement, en 2010 déjà, on a alerté, on a dit qu'il y a les difficultés rencontrées par les professionnels qui ont suggéré des moyens d'amélioration de la communication, de l'explication, des échanges, localement entre les équipes, évaluer le processus et la pratique, afficher les résultats, fixer des règles. Et moi, je dirais divulguer aussi les résultats au public. Quand on dit public, c'est le public du bloc opératoire, bien sûr, semblent des modalités d'action à entreprendre. C'est-à-dire, quand je dis divulguer des résultats au public, si par malheur on rentre au bloc opératoire et on a dit, est-ce qu'il y a le sang? Oui, il y a le sang. C'est comme ça qu'on nous répond le matin. La bonne question quand on fait la checklist, on a combien de kilos, combien de PFC, combien d'albumine? Et je vous assure, nos discussions sont devenues beaucoup plus professionnelles, on se fatigue moins et on travaille mieux. Pas de checklist, est-ce un problème? Et si oui, comment y remédier? Benhamou avait dit qu'au départ, on n'aime pas. Nous, c'est vrai, on a eu une difficulté, c'était « et pourquoi je dois remplir cette feuille ?» Et c'est de la bureaucratie. Mais une fois que les gens ont commencé à l'utiliser, que ce soit la checklist matérielle ou la checklist avec la verbalisation et l'essai en traçabilité, c'est devenu non seulement une pratique agréable parce que on dit alors aujourd'hui quand j'ai checklisté, j'ai trouvé que finalement dans ma salle, les gens au contraire sont fiers de montrer les points faibles au niveau de la salle opératoire pour l'améliorer. On a ce qu'on appelle un peu comme un guesting house, c'est-à-dire chaque mois on se réunit, on regarde nos checklists, on regarde nos statistiques et on dit alors, est-ce que dans le cap time chirurgical, j'ai diminué, puisque l'altémér est le même, le hasard, on ne peut pas l'améliorer. Est-ce que mon cap time, c'est d'ailleurs, je suis en train d'utiliser les termes qu'on utilise avec nos chirurgiens. Est-ce que mon cap time, cette fois-ci, il est meilleur? Et parfois, je m'adresse peut-être trop aux chirurgiens parce que c'est eux
qui ont sur l'épée de Damoclès sur la tête parce que leur travail est très difficile parce qu'il y a un côté technique très important et ils travaillent comme en anesthésie, nous aussi. La difficulté, c'est de travailler, je pense qu'ils vont me comprendre, travailler en groupe. Donc, parfois, quand on introduit dans l'équipe un nouveau instrumentiste, une nouvelle AMA, au lieu de dire ah oui parce qu'il est nouveau, elle est nouvelle, et ben la feuille de route qui est la checklist avec la verbalisation a permis aux nouveaux justement, aux bleus, de rapidement prendre leur place dans l'équipe médico-chirurgicale, que ce soit du côté d'anesthésie ou du côté de la chirurgie. Et je terminerai pour dire que on a mis en évidence que des milliers de vies, on a commencé par ça, pourraient être sauvées chaque année dans les pays occidentaux par la simple application de règles simples qui évitent des erreurs aux conséquences parfois graves. Et ben notre travail local au niveau du Centre Pierre-Marie Curie, au niveau justement du bloc de la chirurgie A montré que effectivement on a exactement les mêmes problèmes et que parfois on s'est rendu compte, là je l'ai pas mis comme plaque, mais je salue le temps chirurgical et je vais dire l'Ahiber pour ne pas nuire aux chirurgiens. Je vous assure qu'ils ont un temps d'intervention qui est inférieur au P75 de la Société américaine d'intervention chirurgicale quand il y a la checklist. Ça veut dire que non seulement on est performant, on sait que nos chirurgiens sont performants, nos réanimateurs anesthésiologues sont très performants. Peut-être que la checklist chez nous, ça reste un constat après ce travail, elle nous rend la vie beaucoup plus facile, elle diminue le fardeau du quotidien, surtout quand on a de temps en temps des pénuries, on sait au moins est-ce que c'est moi qui a oublié de mettre ça dans mon plateau ou sur la table opératoire ou parce que, attention, alerte rouge, il y a une pénurie, on doit avoir un stock de réserve. Je pense que tous, quand vous travaillez avec un stock de réserve, tous, il y a toujours des anges qui laissent quelque part caché quelque chose d'important pour un patient, que ça soit une pince, que ça soit hémostatique, que ça soit une sonde d'intubation, par exemple, je vais dire d'un diamètre particulier qui peut manquer, ou une sonde un peu particulière, armée ou autre. Donc, pour ne pas rester avec ce stress quand même qui est contraignant, on sait qu'on a une checklist matérielle qui est déjà emballée et de secours. Donc, je n'ai pas cette contrainte. Et je rentre au bloc opératoire avec une seule idée, c'est de communiquer, de verbaliser et de ne pas avoir cette, j'allais dire, des susceptibilités individuelles, d'essayer de cacher une insuffisance. Pas du tout. On est là, on travaille ensemble. La décision finale dans notre checklist, la poire, elle est coupée en deux. Au bloc opératoire, on est séparé par un champ. Et d'ailleurs, le champ, il est transparent. Mais nous sommes comme les frères siamois. On travaille sur le même corps. Et accorder les violents, que ça soit des deux côtés du champ, ou bien dans le champ lui-même, que ça soit côté anesthésie ou réanimation, je pense qu'on travaille mieux. C'est ce que je veux vous transmettre dans cette formation parce que c'est un vécu. Et je vous assure, on n'arrive plus maintenant à travailler sans la checklist. Donc, pour continuer ceci, il y a un renforcement des actions qui sont existantes déjà. On n'invente pas le fil à couper le beurre en 2025, mais parfois, c'est les petites choses qui rajoutent beaucoup d'harmonie ou qui nous rendent notre travail un peu plus facile. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un état d'esprit qui doit exister au bloc opératoire et même en dehors du bloc opératoire, qui a un but. Ce n'est pas de juger les gens, comment ils travaillent, pas du tout. Ce n'est pas remettre en question un travail qui se fait depuis des décennies,
mais peut-être un état d'esprit de ce qu'on appelle effortless, c'est-à-dire moins contraignant, moins stressant, meilleure ambiance. Je pense que si on peut arriver à cette optimisation de l'ambiance, je pense que tous, on est d'accord que même si on est fatiguant, on peut travailler mieux. Donc, je continuerai que la combinaison d'actions qualité telle qu'elle est représentée par la checklist, probablement un des facteurs de potentialisation de la qualité générale de nos soins. Surtout, peut-être une telle checklist pourrait être le symbole d'une communauté de la sécurité, Safety and Security of Patient, qui représente au cœur du changement l'indispensable péri-opératoire. Et je vous remercie pour votre attention. Et justement, j'ai laissé le temps exprès pour tout ce qui est interactif, justement pour les questions. Merci, professeur. Voilà. Merci, c'était vraiment enrichissant, clair et net. Ok. Maintenant, on va voir Merci. la réaction de nos chers participants. Oui. Il va falloir réagir par écrit. Ah, il y a quelqu'un qui vous a... Ah, d'accord, d'accord. Donc, je vais demander à Madame qui m'aide de me montrer juste les chats pour justement répondre aux différentes interventions. OK, voilà. Optimiser le travail quotidien. Oui, merci beaucoup, Stella. Très important pour améliorer le système. J'aimerais bien rajouter qu'il faut... Oui. Alors, il y a une personne, je remercie une personne qui a l'EPH, qui parle de quelque chose de pertinent. Et je vous remercie pour parler de la législation. Je vous assure que c'est en cours. Madame Bougam, elle est au courant. Je ne pourrais pas trop parler de cela, mais c'est en cours. Effectivement, dans notre système de santé, juste formation dans le sens en péri-opératoire ou bloc opératoire et même il y aura une série, c'est que vous comprenez qu'on aimerait bien justement, et ça va arriver, qu'il y aura une législation où ça va être justement comme la présence d'une source d'oxygène, j'allais dire, en salle opératoire. Tout le personnel, c'est hors de question où médecin commence avec une salle semi-ouverte ou absolument, je suis d'accord, j'adore ça. Donc, mais ça, je vais vous dire, vous attirez mon attention vis-à-vis de quelque chose. Vous savez, on ne l'a pas présenté dans la présentation pour ne pas que ça soit trop lourd, mais la checklist au bloc opératoire nous a permis d'avoir des checklists. D'ailleurs, maintenant, je vous parle. Aujourd'hui, je suis de garde. On a préparé le jeudi toutes les checklists à l'avance de matériel, que ce soit côté anesthésie, côté chirurgie, pour les urgences. Donc, la semi-ouverte, semi-prête, oui, mais parfois, vous savez, vous avez quelqu'un, vous venez de terminer, alors ça nous arrive, hein, outre le fait qu'on a un bloc d'urgence, hein, il nous arrive, bloc d'urgence, il y a déjà des urgences. Et vous connaissez le turnover au niveau de nos hôpitaux. Je pense qu'on est tous en surbooking. Et on nous appelle, on nous dit, il y a un patient qui saigne au niveau justement du service. Et moi, je viens de terminer une intervention chirurgicale. Donc, on vient de faire sortir le malade en SSPI et la salle, elle n'est pas prête et elle est semi-ouverte ou semi-prête. Et grâce à la checklist, on a réussi justement à la rendre prête rapidement. Moi, je pense que dans notre pratique quotidienne qui est très important, on devrait vraiment, hein, on devrait accorder nos violons et parfois la checklist, parfois c'est même pas l'infirmier, ni le médecin anesthésiste réanimateur, ni l'instrumentiste, ni le chirurgien.
Parfois, il y a une bagarre. Chacun veut ce jour-là faire la checklist pour s'auto-évaluer. Antibioprophylaxie après incision, oui, il ne faut pas le faire et c'est carrément effectivement une faute parce que ça ne doit pas exister. Il n'y a pas de place à ne pas donner l'antibioprophylaxie que si c'est un altémir 1. Au bloc opératoire, effectivement, il y a une responsabilité. Et la disponibilité des gaz se fait chaque matin et quelles sont les étapes clés? Ah oui, alors je réponds à Dr Zerdani. Concernant le test du respi, la disponibilité des gaz fait partie de la checklist avant l'induction. Donc, Dieu merci, oui, effectivement. Dans le temps, je ne veux pas revenir sur ça, mais par exemple, au temps de Covid, tous les matins, on s'assurait qu'on avait de l'oxygène avant de démarrer. Et est-ce qu'on avait suffisamment d'oxygène pour démarrer une intervention? La coordination interprofessionnelle. Merci beaucoup, Monsieur Marouane. Effectivement, c'est la coordination interprofessionnelle. Madame Fatma, antibio avant l'induction, oui, pourquoi pas. On peut donner l'antibioprophylaxie, vous savez, même au niveau du service, par exemple. Dans le niveau du service, si par malheur le patient présente un choc anaphylactique, on n'a pas tout le plateau technique, mais je suis d'accord, antibioprophylaxie, oui, et parfois, même si qu'il faut séparer le temps, et je vous remercie Madame Fatma de Regan d'attirer notre attention, séparer antibioprophylaxie et curateur. Monsieur Khalil, parce que ça fait partie du monitorage du choc hémorragique, pardon, l'hypothermie, l'acidose et les troubles rhéologiques, c'est la triade létale pour tout patient qui saigne. Merci pour la remarque. Donc, EPH Lataf, oui, je suis d'accord avec vous, c'est pour améliorer la prise en charge des patient, je vous remercie pour la remarque. Effectivement, tout ça tourne autour du patient. Donc, quel est le temps idéal pour l'antibioprophylaxie? Vous savez, le temps idéal, alors c'est le temps qu'on nous recommande en théorie, c'est-à-dire un minimum d'un quart d'heure et un maximum de 90 minutes. Sachant que l'antibioprophylaxie, ce que vous choisissez comme antibiotique pour l'antibioprophylaxie ne doit jamais être utilisé dans votre service comme antibiothérapie. Température de la salle opératoire, absolument très importante. Température de la salle opératoire, vous savez, nous, on travaille avec une température qui est basse, mais on a ce qu'on appelle les BIRAG. Donc, on a les réchauffeurs. On a non seulement les réchauffeurs de sang, on réchauffe le malade, on a les couvertures chauffantes. Ça doit être avec le monitorage de la température qui peut être ou œsophagien, c'est-à-dire par le biais de la sonde, ou bien sous axe percutané, oui, effectivement. Ah oui, je vous remercie. Par rapport au rayonnement, oui, il faut avoir justement des dosimètres pour savoir est-ce qu'on est en safety au niveau du bloc. Merci, Monsieur Sofiane. L'autotest de machine chaque matin, Monsieur Marouane, oui, nous, on le... Quand on vous a montrer la checklist test de machine, il y a le test qu'on doit jamais, calibrer le respirateur, s'assurer, je l'ai pas dit parce que je sais que vous le faites, que le sang, il est présent en quantité et en qualité au niveau du service et le CTS est censé nous rajouter. Pourquoi différencier antibiotiques administrés pour antibiotiques et celles utilisées au niveau du... Pourquoi? Oui, ça, c'est les recommandations.
Pourquoi? Parce que l'antibioprophylaxie, si vous l'utilisez comme antibiothérapie, vous allez avoir des résistances. Donc, l'antibioprophylaxie, c'est pour le site, c'est pour l'infection du site justement opératoire. L'antibiothérapie, c'est pour traiter le malade par rapport à autre chose. Consentement est oui, oui. Alors en gynéco, Monsieur Khatir, je vous remercie. Effectivement, en oncologie, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, en particulier. En oncologie, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, en particulier s'il y a une hystérectomie. Tous les chats, toutes les remarques, si vous avez autre chose, yes. Donc, Moi, je voudrais savoir s'il y a l'une des wilayas qui ont oui. intégré à cette méthode. Alors, je vais vous dire, merci pour la question, Madame Gougem. On est, nos amis peut-être À part CPMC, de Ouedsouf, par CPMC, à Ouedsouf, on a fait une présentation pour l'antibioprophylaxie. Et dans des journées de formation, on avait justement, d'ailleurs je les salue énormément, parce qu'il faut aussi valoriser les autres. C'est vrai qu'on était parti de l'antibioprophylaxie, mais on était travail avec la checklist au niveau de la pharmacie. Donc, au niveau du bloc, ils vont l'intégrer parce qu'il y a beaucoup de volonté et on avait parlé de ça, mais la grande surprise, c'était leur pharmacien qui affichait électronique, ok, en électronique, les checklists. Donc, on regarde et on sait la checklist matérielle là. Je parle des checklists pharmaco. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'on commence déjà à l'utiliser dans certains sites, Madame Gouguet. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va faire une série, parce que la checklist, ce n'est pas juste que même dans les centres d'onco. Enfin, elle doit être une pratique courante, une façon de s'organiser. Elle est humaine. L'erreur est humaine. Je tiens à préciser avec la permission. Ils sont hauts. Recording in progress. Recording in progress. Premièrement, le seul bruit qu'on peut accepter dans une salle, paraît-il, dans toutes les études ont montré que ce n'est pas les chansons, paroles, ça pousse les gens à ce qu'on doit entendre avec le bruit des instruments. L'eau, elle vous dirait autre chose. Peut-être le portable, malheureusement, il fait ce qu'on appelle interruption de la tâche. Donc, vous êtes en train de faire quelque chose et votre qui vous appelle, c'est votre collègue dans le service. Et là, par contre, moi, je pense qu'on devrait de moins en moins utiliser le portable, le mettre déjà en silencieux pour ne pas déranger la concentration de ceux qui travaillent, d'accord? On ne devrait plus le toucher et revenir aux bonnes habitudes de laisser le portable dehors et l'utiliser en salle de soins post-interventionnels ou même dans notre poche. Et votre qui vous appelle, c'est votre collègue dans le service. Et là, par contre, moi, je pense qu'on devrait de moins en moins utiliser le portable, le mettre déjà en silencieux pour ne pas déranger la concentration de ceux qui travaillent, d'accord? On ne devrait plus le toucher et revenir aux bonnes habitudes de laisser le portable
dehors et l'utiliser en salle de soins post-interventionnels ou même dans notre poche. Il faudra une autre formation pour parler justement de l'interruption de la tâche par le portable. Je vous remercie aussi, M. Marouane, pour votre gentillesse et pour votre attention. Voilà, si on a besoin d'un collègue, oui, effectivement, monsieur ou madame de l'EPH, vous avez raison, vous avez fait une remarque très pertinente. Voilà. Donc, madame Gougam, je pense que tout le chat, sauf s'il y a quelqu'un. Oui. La prise en charge des enfants qui subiront oui, une intervention sur le plan psychologique. Merci beaucoup. Alors, monsieur Sofiane, on a deux façons. Pour les enfants, effectivement, j'ai eu la chance de faire de la CCI. Vous avez raison, vous avez fait une remarque très pertinente. Voilà. Donc, madame Gougam, je pense que tout le chat, sauf s'il y a quelqu'un. Oui. La prise en charge des enfants qui subiront une intervention sur le plan psychologique. Merci beaucoup. Alors, monsieur Sofiane, on a deux façons. Pour les enfants, effectivement, j'ai eu la chance de faire de la CCI de l'HCA et j'avais effectué à l'époque avec mes aînés une étude sur la prise en charge de l'enfant en périopératoire. Alors, vous avez deux choses. Ils ont dans la littérature avant l'entrée au bloc, parce que l'enfant, c'est une entité un peu spéciale. Deuxièmement, autorisation du doudou jusqu'à le doudou, et pourtant on va rentrer au bloc opératoire, de lui donner, parfois c'est une couverture, parfois avant l'induction, on peut, dans la salle, avant d'entrer dans la salle opératoire, utiliser, ça c'est ce qu'on appelle le plan psychologique, la prémédication non pharmacologique. Par contre, pour la si vous travaillez avec l'enfant, vous connaissez le cas après doudou jusqu'à le doudou, et pourtant on va rentrer au bloc opératoire, de lui donner, parfois c'est une couverture, parfois avant l'induction, on peut, dans la salle, avant d'entrer dans la salle opératoire, utiliser, ça c'est ce qu'on appelle le plan psychologique, la prémédication non pharmacologique. Par contre, pour la si vous travaillez avec l'enfant, vous connaissez le cataprécent tous, qui est la clonidine. La clonidine, vous allez trouver toutes les études qui hors AMM, on a le droit de l'utiliser. Il y a Pascal Blanc qui l'utilise, tous les leaders de la CCI l'utilisent en anesthésie. Vous avez une ampoule, qu'est-ce que vous avez de 15 mg qui est l'équivalent de 150 gamma. Vous prenez 4 gamma par kilo, 4 gamma par kilo du sérum dans un peu de sirop, utilisez sirop de grenadine. La menthe n'est pas posant la question à la maman s'il n'y a pas d'allergie pour l'enfant. Vous lui donnez dans sa bouche 2 cc 4 gamma kilo. Ça, donc, c'est 4 gamma par kilo. 4 gamma par kilo du sérum dans un peu de sirop, utilisez sirop de grenadine. La menthe n'est pas posant la question à la maman s'il n'y a pas d'allergie pour l'enfant. Vous lui donnez dans sa bouche 2 cc 4 gamma kilo. Ça, donc, c'est 4 cc si vous avez une seringue de 10 gamma. Là, les médications, le petit va être complètement relax. L'avantage d'utiliser la clonidine, c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut, pour agir par voie orale, il faut c'est une étude qu'on avait effectuée. Vous savez 90 minutes, mais vous n'avez pas besoin de plateau technique parce qu'il n'y a pas de dépression respiratoire. Vous gagnez sur l'intubation parce que vous avez les cordes vocales qui sont complètement ouvertes et vous gagnez sur l'analgésie post-opératoire. J'ai avec vous parce que vous avez parlé de la difficulté, c'est qu'il faut, pour agir par voie orale, il faut c'est une étude qu'on avait effectuée. Vous savez 90 minutes, mais vous n'avez pas besoin de plateau technique parce qu'il n'y a pas de dépression respiratoire. Vous gagnez sur l'intubation parce que vous avez les cordes vocales qui sont complètement ouvertes et vous gagnez sur l'analgésie post-opératoire. J'ai avec vous parce que vous avez parlé de la prise en charge des enfants. On pratique l'arrachi-anesthésie, mais nous n'avons pas de... Oui, effectivement. Il faut... vous savez, ce qu'on appelle Liquid Rescue, il sera disponible normalement dans les checklists de la PCH. Monsieur, que je vois pas votre nom, c'est Samsung SME 225. Je vous dis quelque chose. Rescue pour arrachi-anesthésie. Là, il n'y a pas que pour l'arrachi-anesthésie, il y a aussi qui est en vogue et qui est très utilisé actuellement, c'est d'utiliser pour l'analgésie et non que pour l'anesthésie. Vous êtes en train de parler de l'intoxication aux anesthésiques locaux. Effectivement, arrachi-anesthésie, là, il n'y a pas que pour l'arrachi-anesthésie, il y a aussi qui est en vogue et qui est très utilisé actuellement, c'est d'utiliser pour l'analgésie
Et donc, que pour l'anesthésie, vous êtes en train de parler de l'intoxication aux anesthésiques locaux. Effectivement, en cas d'intoxication aux anesthésiques locaux, on a besoin d'intralipides. Et pour les intralipides, je vous ai dit, ça s'appelle Intralipid Rescue. C'est des kits qui ont été commandés. Les gens, ils ont bataillé pour les avoir. Normalement, on peut les avoir. Il y a des personnes, donc, néoatropines avec perfalgan. Pour le perfalgan, il y a toujours pour monsieur, puisqu'on parlait pratico-pratique, la seule chose qu'on a le droit de mettre dans le perfalgan, c'est le néfopam. Le néfopam dans du perfalgan, ça doit passer sur 35 minutes. Pour le reste, ceux qui ont cette habitude, en fait, ils l'ont prise de l'équipe. Le néfopam dans du perfalgan, ça doit passer sur 35 minutes. Pour le reste, ceux qui ont cette habitude, en fait, ils l'ont prise de l'équipe sud-africaine. Personnellement, à l'époque, ils avaient des seringues pré-remplies où il y avait l'atropine, il y avait l'éphédrine. D'accord? Donc, atropine et éphédrine et quelques gammas de noradré. Et ils donnaient ça à l'induction. C'est un protocole qui est sud-africain, c'est les Sud-Africains. C'était dans la mission de la greffe rénale à l'époque. Et moi, personnellement, j'étais très étonnée de le voir. Mais toujours, quand vous trouvez qu'il y a des personnes qui mélangent, etc., essayez de voir dans la littérature. Si vous trouvez que oui, effectivement, c'est un protocole qui existe, qui est valide, vous pouvez le prendre. Sinon, moi, personnellement, je n'aime pas trop les mélanges parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va. Moi, personnellement, je n'aime pas trop les mélanges parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se précipiter et qu'est-ce que ça va être comme principe actif. Donc, en dehors du perfalgan avec un peu de kétalar qui passe dans une seringue autopousseuse pour analgésie, pour but analgésique, donc je ne le fais pas. Oui, explication du protocole aux patients, absolument. Merci, Monsieur Abed. Parfois, on oublie de parler avec nos patients alors que nos patients sont assoiffés d'informations. Et là où on peut réaliser une anxiolyse sans donner de médicaments. Je pense que faudra retourner à la garde. Sinon, les questions ne vont pas arrêter. Yes. Non, ce que je vais vous proposer, chauffez, professeur Klemkvir, tout le monde qui a été informé, ça reste un point d'interrogation. Nous, on a fait notre... Sinon, les questions ne vont pas arrêter. Yes. Non, ce que je vais vous proposer, chauffez, professeur Klemkvir, tout le monde qui a été informé, ça reste un point d'interrogation. Nous, on a fait notre travail, ça fait longtemps qu'on a envoyé le courrier. Il y a eu 120 participants au début de la séance. Et ça, c'est bien déjà pour des spécialistes, vu que là, c'est des chirurgiens, ils peuvent être au bloc, même les réanimateurs. Oui. Notez les questions qu'ils ont. Et à la prochaine session, c'est vos animateurs. C'est une plateforme, donc ils peuvent participer. Et il y a beaucoup qui vous demandent la présentation. Je vais vous proposer aussi d'attendre, puisqu'il y a une série. Quand on termine, je vous assure, on vous donnera des supports. D'accord? Et il y a beaucoup qui vous demandent la présentation. Je vais vous proposer aussi d'attendre, puisqu'il y a une série. Quand on termine, je vous assure, on vous donnera des supports. D'accord? On vous donnera des supports qui ne sont pas forcément la présentation telle qu'elle est, parce que je préfère faire comme avec les étudiants, je vous donne un support polycopié beaucoup plus détaillé. Inch'Allah. Qu'est-ce que serait la prochaine session? La prochaine session, c'est le cathéter, professeur, non? Inch'Allah, la prochaine session, on a dit on va faire probablement la mise en place de chambres implantables parce qu'elle intéresse apparemment des personnes. Après, on verra pour justement les cathéters et même les cathéters d'hémodialyse. Voilà. Bon, moi, j'ai inscrit pour le 13 les cathéters. Hein. Et oui, le cathétérisme y compris. D'accord, il n'y a pas de souci. Même les cathéters d'hémodialyse. Voilà.
Bon, moi, j'ai inscrit pour le 13 les cathéters. Hein. Eh oui, le cathétérisme y compris. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, le cathétérisme, c'est pour la salle de cathétérisme, les cardio. Ça, c'est pour le cathétérisme, c'est-à-dire en salle de coronaro, bien de salle de Ah, d'accord. La séance, il y aura une séance spéciale pour mise en place de cathé et de chambre implantable. Aussi. Voilà. Et le code? Je vous remercie. C'est moi qui vous demande d'arrêter. Pourquoi? Je vous remercie. C'est moi qui vous demande d'arrêter. Pourquoi? Parce que la charge de travail, le trajet que vous allez faire, les gens vont sortir, il y aura une grande circulation. Merci beaucoup. On se rencontre le 13 à la même heure. Et avec Saha, vraiment, c'était très, très pertinent. Ah, je rajoute un petit, là, parce qu'on va avoir des remarques. Les AMAR, on ne vous appelle plus comme ça. Les personnels d'anesthésie de santé. Absolument. Essayez d'être patient. Nous allons essayer de faire une session à part. Quand le professeur Gazali aura le temps et selon son calendrier. Plaisir, Madame Gauguin. Merci à vous, merci pour votre attention. Merci. Bon, je vous remercie, ne vous inquiétez pas. Vous aurez pas les... Merci à vous, merci pour votre attention. Merci. Bon, je vous remercie, ne vous inquiétez pas. Vous aurez pas les... Je vous informe de polycopier parce que là, c'est vraiment ce qu'on appelle le support d'enseignement. Voilà. OK. OK. Donc, merci. Merci, Madame Gauguin, c'était un plaisir. Merci. Alors, à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Après-demain. Inch'Allah. Allez, au revoir. Inch'Allah. Au revoir. Recording stopped.